Voilà, donc bienvenue pour ce webinaire de la communauté. Je précise comme d'habitude que ce webinaire est enregistré. Donc là, on est au 57e épisode aujourd'hui. Donc voilà, ce sera rediffusé sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous y abonner, comme on dit, pour pouvoir retrouver être notifié quand il y a des nouveaux webinaires. On vous enverra de toute façon un message également à toutes les personnes qui participent si jamais vous n'êtes pas inscrit sur la newsletter. Comme ça, vous recevez aussi à chaque fois qu'on fait un webinaire et surtout une rediffusion. Autrement, je remercie également le sponsor, comme toujours, ChangeMe, qui participe, on va dire, financièrement à cette communauté. Merci à eux. Donc, c'est un outil en fait qui permet de faire de l'évaluation par les pairs. D'ailleurs, voilà, c'est un petit peu dans la thématique d'ailleurs d'aujourd'hui aussi. Ça permet également d'évaluer aussi les compétences d'une certaine manière. Donc, puisqu'on va parler également beaucoup de ce sujet-là. Nous, on l'utilise à IMTBS pour faire de l'évaluation intra-groupe, notamment de l'évaluation par les pairs un petit peu classique, entre guillemets. Donc, c'est un outil qui fonctionne plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à le tester. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler donc Compass. Donc c'est un outil qui fait un petit peu parler de lui ces temps-ci par rapport à l'approche par compétences. Et pour cela, eh bien, on va être accompagné par Guillaume Chappet. Et bonjour Guillaume d'ailleurs. pour les- Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis tu es avec toi. Alors j'oublie le prénom de ta compère. Je suis Linda del Giudice. Voilà, qui sera là éventuellement pour la partie questions-réponses, si j'ai bien compris, sur des aspects. Voilà, sur d'autres aspects éventuellement pour compléter un petit peu les réponses de Guillaume. Je vais arrêter le partage de mon côté. Puis pour moi, c'est tout bon, hein, Guillaume, si jamais tu veux partager ton écran, voilà, tu as la main. Et puis voilà, excellent du coup, présentation webinaire à tous. Sachant qu'on va partir sur une présentation classique, 30-40 minutes, comme tu le sais, Guillaume, et puis après, on pourra échanger ensemble tranquillement sur toutes ces questions. Voilà, c'est parfait. Ouais, Super. yes. Et pour un vendredi, on n'est pas trop mal. C'est clair. C'est à toi, Guillaume, en Bien. tout cas, c'est parfait. Alors, ouais, on va le faire en deux temps. Quelques slides, parce que je ne peux pas vous parler de Compass sans vous expliquer la stratégie pédagogique qui est derrière. Donc, on va d'abord commencer par parler de la stratégie qu'on a mise en œuvre à Centrale. Et puis ensuite, je partagerai mon écran une deuxième fois si j'y arrive pour vous montrer l'outil Compass. Je pense qu'effectivement, dans 30-35 minutes, tout ça, ce sera terminé. Et puis après, avec Linda, on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. C'est parfait, merci. Alors, Compass, en fait, qu'on va vous présenter tout à l'heure, hein, c'est une application web qui est installée sur une machine virtuelle à l'école. Et les enseignants, comme les élèves, se connectent à l'outil via le CAS. Et puis, pour nous, concrètement, hein, c'est juste une application web qui est gérée par un prestataire extérieur, parce que, comme chez vous, j'imagine, c'est très compliqué d'avoir de la ressource à la DSI. Le préambule que je mets toujours, c'est que c'est pas depuis qu'on fait de l'approche compétence qu'on diplôme des ingénieurs compétents, hein, faut le rappeler. Par contre, la mise en œuvre de l'approche compétence va nous permettre d'un peu mieux formaliser les choses. Mais on diplôme déjà depuis longtemps des ingénieurs compétents. Le concept qu'on a retenu, c'est suite tardif. Alors j'imagine que tout le monde le maîtrise, hein. Pour faire simple, une compétence s'évalue au travers d'un niveau d'efficacité, d'une mobilisation, on va dire, de ressources. Et puis, nous, ce qu'on va dire, c'est que les compétences, elles sont transversales et que les ressources, elles, sont disciplinaires. Et donc, l'idée, ça va être de voir comment les élèves, dans des situations dites propices, peuvent mobiliser ces ressources disciplinaires. Et nous, ce qu'on va juger, c'est le niveau d'efficacité de cette mobilisation. Voilà. Le fameux savoir agir dont parle Tardif. Le référentiel centralien comporte 5 compétences. C'est la première colonne que vous voyez à gauche. Et chacune de ces 5 compétences est déclinée en 3 composantes observables. Et ça, c'est le vocabulaire de Tardif, hein. Et dans composantes observables, moi, j'apprécie beaucoup le mot observable. Donc, on se retrouve avec 15 composantes, 3 fois 5 à peu près. Et juste pour faire le parallèle, hein, Tardif parle de compétences et de composantes observables. Si vous avez, vous, le vocabulaire RNCP, ce sera plutôt des blocs de compétences qui sont déclinés en compétences. Mais bon, vous serez capable de faire le lien. Chacune de ces 15 composantes observables, on les a déclinées avec un parcours de développement. On voit ici que ce parcours a 5 niveaux. Donc le niveau novice, c'est quand nos élèves rentrent à l'école, après une classe prépa en général.
Et puis le niveau expert, c'est largement après la diplomation, puisqu'on va dire que le niveau expert, c'est 5 à 7 ans après la diplomation, si notre élève, pendant ces 5 à 7 ans, travaille cette compétence-là dans l'entreprise. Et je précise que les niveaux compétents, avancés, experts ont été rédigés avec des experts de l'entreprise. Et nous, on va diplômer au niveau compétent. Donc, nos élèves à l'école vont passer de novice à intermédiaire, puis compétent. J'ai mis quelques exemples, je pourrais vous envoyer les slides hein, s'il y en a qui les veulent. Pardon. Donc, sur résoudre et arbitrer, on voit que progressivement, hein, quand on passe d'un niveau à l'autre, eh bien, on va augmenter notre niveau de jeu. C'est transversal, ça veut dire que quand on lit les lignes qui sont là, ben, on se dit que ça pourrait s'appliquer à un problème d'économie, un problème de chimie, un problème de mécanique des fluides. Peu importe, c'est complètement transversal. J'ai mis un deuxième exemple sur la composante donnée du sens. Et on voit que ce qu'on va chercher à observer chez nos élèves, hein, progressivement, ben, on va être un petit peu plus exigeant et il y aura un peu plus d'autonomie chez l'élève. Alors, pour observer ces compétences, on a besoin de situations propices. Et donc, pour faire simple, ce qu'on dit, nous, c'est qu'une situation propice, c'est un problème qu'on va soumettre à nos élèves et il faut absolument que ce problème n'admette pas qu'une seule solution. Souvent, ce que je dis à mes enseignants, c'est que lorsque le problème admet une seule solution, c'est qu'on est en train d'évaluer des ressources disciplinaires. Dès lors que le problème présente plusieurs solutions possibles, eh bien, nous, enseignants, ça va nous permettre de voir eh bien, quel cheminement ont emprunté nos élèves pour arriver à cette solution, quoi. Alors, de temps en temps, Tardif dit qu'on ne regarde pas la solution, on regarde que le cheminement. Ce n'est pas le discours que je tiens à mes enseignants, très honnêtement. La solution que proposent les élèves, bien évidemment, on va la regarder. Mais en tout cas, il ne faut pas regarder que la solution qu'ils proposent. Il faut aussi voir un petit peu comment ils sont arrivés à cette solution-là, pour ne serait-ce que voir le niveau d'efficacité dans la mobilisation des ressources. Alors, ce qu'on a mis en place à Centrale, c'est deux stratégies d'évaluation, on va dire, complémentaires en parallèle. On va évaluer les ressources disciplinaires avec des notes sur 20, hein, ce qu'on fait depuis toujours. Et puis, les compétences transversales, elles, on va les évaluer avec des lettres. Et il n'y aura que 3 lettres possibles, on le verra après, hein, qui sont A, C et F, pour bien différencier ce qui est disciplinaire de ce qui est transversal. Les notes transversales, elles ne peuvent pas être attachées aux UE, puisque comme les compétences, comme elles sont transversales, bah, c'est compliqué de les rattacher aux UE. Et donc tout à l'heure, je vous montrerai comment on gère les notes sur 20, qui sont spécifiques aux UE, avec les notes ACF, qui, elles, sont transversales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une compétence va être alimentée par plusieurs UE. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on peut gérer tout ça, d'un point de vue pratique. Alors, si on rentre un petit peu plus dans des exemples, je prends l'exemple du TP parce que le TP, on a tous des TP. Et souvent, à la fin du TP, on va demander aux élèves de nous faire un rendu qui pourra prendre la forme d'un exposé oral ou d'un rapport de synthèse. Et pour nous, aujourd'hui, la grande majorité de ces rendus, qu'ils soient oral ou écrits, font l'objet de 2 évaluations. Il y aura une évaluation sur 20 où là, ben, les enseignants vont voir si, en termes de niveau scientifique, les ressources ont été mobilisées au bon niveau, quoi. Et puis, il y aura une note ACF qui sera une compétence transversale évaluée à ce moment-là. Si je prends l'exemple d'un rapport écrit, de temps en temps, les collègues vont dire aux élèves, ben, dans ce rapport-là, on va vous évaluer, alors pour faire court, hein, sur la pédagogie. Est-ce que vous avez fait preuve de pédagogie dans votre compte-rendu? Parce qu'un ingénieur, demain, doit savoir expliquer ce qu'il fait. Et donc, l'enseignant qui va lire le compte-rendu va mettre une note sur 20 avec son barème pour voir si effectivement au niveau des ressources disciplinaires, on est au niveau. Et puis, quand il a fini de lire le compte-rendu, eh bien, il va mettre une note A, C ou F sur est-ce que les élèves qui ont rédigé ce rapport-là ont fait preuve de pédagogie. Mais de temps en temps, ils vont faire un retour sur est-ce qu'ils ont su dégager l'essentiel. Ça, c'est autre chose que de faire preuve de pédagogie. Et puis parfois, ils vont faire un retour sur est-ce qu'ils ont pris du recul par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus, notamment en TP, hein, quand ils font des mesures. Les mesures qui sont faites dans un laboratoire, ben, elles sont sujettes à quelques contraintes liées au laboratoire. Et ça, il faut que les étudiants aient conscience de ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé des grilles. Et dans chacune des situations dites propices, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a rédigé le niveau C, qu'on appelle le niveau acquis, où là, l'idée, c'est qu'on est allé prendre le référentiel. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand un enseignant me dit dans cette situation-là, je mobilise
3, 4, 5 composantes du référentiel, hein, qui en comporte 15, je vais lui dire on ne va pas faire 3, 4, 5 retours, hein, c'est pas possible. Ou alors le cerveau va exploser. Et donc, on va faire un retour sur les composantes observables, mais sur une seule composante. Et donc, l'enseignant va commencer par choisir la composante sur laquelle il veut faire un retour aux élèves. Ensuite, une fois que la composante est identifiée, on va voir le référentiel pour voir si l'enseignant est plutôt au niveau novice, intermédiaire ou compétent. Et puis après, quand on regarde ce référentiel, il est, on va dire, compliqué à lire pour les élèves, parce que quand on a écrit le référentiel, il fallait qu'il puisse s'appliquer à tout type de situation. Et donc, le vocabulaire qui est dedans est un vocabulaire un peu d'expert de temps en temps. Et donc, ce qu'on va faire avec l'enseignant, c'est qu'on va réécrire le référentiel avec les mots de la situation de l'enseignant, pour que l'élève comprenne bien que dans cette situation-là, par exemple, il est en mécanique des fluides, ce qu'on attend de lui, le niveau acquis, c'est ça. Et puis ensuite, on écrit le niveau A, qui est le niveau remarquable, où là, très très souvent, c'est un copier-coller du niveau acquis avec un petit truc en plus. La cerise sur le gâteau, c'est que si les élèves en plus font ça, eh bien alors, pour moi, ce sera remarquable. Et puis le niveau F, vous l'avez compris, on va prendre le temps d'écrire, hein. Parfois, on voit des choses qu'on n'a plus envie de voir. Et donc, on va prendre le temps de l'écrire, quoi. Et donc, le niveau remarquable, ça va concerner quelques élèves, hein. Le niveau F aussi, hein. Et puis, la majorité des élèves, a priori, devra avoir le niveau C. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans ces grilles, on va dire, contextualiser le référentiel de compétences de l'école. Là, j'ai mis quelques exemples sur des TP matériaux. On pourrait y revenir, j'ai plein d'exemples que je pourrais vous montrer. Et puis aujourd'hui, nos statistiques montrent qu'un élève qui ferait les 3 années chez nous, eh bien, à la fin de sa scolarité, il va avoir 200 notes sur 20 et puis à peu près 200 notes de compétences. Alors, je dis à peu près parce qu'en fonction du parcours électif, hein, on a un tronc commun qui dure 3 semestres et puis ensuite, on a 3 semestres de parcours électif. Et suivant les cours qu'il va choisir dans le parcours électif, il y aura plus ou moins d'évaluation de compétences. Le message important aussi, c'est de dire que les situations propices, elles existent. C'est-à-dire que, comme je disais en préambule, hein, on diplôme des ingénieurs compétents depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enseignants ont imaginé depuis longtemps des situations qui permettent à nos élèves de devenir des ingénieurs compétents. Et donc, quand on est allé voir le parcours généraliste qu'on a déployé en premier, hein, eh bien, quand je suis allé voir les enseignants et qui m'ont raconté leur cours, le nombre de situations propices était largement suffisant. Donc là, aujourd'hui, je vous ai montré qu'il y avait à peu près 200 notes de compétences pour un élève. Il faut savoir qu'on a créé des situations dites propices, mais très très peu. La grande majorité, je dirais 95% des situations propices aujourd'hui, sont des situations qui existaient depuis longtemps, mais dans lesquelles on formalisait un peu moins les choses, quoi. On a dû donc changer notre règlement de scolarité, puisque pour qu'un élève soit diplômé, eh bien, il y a un niveau minimum à montrer sur les compétences transversales. Il y a aussi de la mobilité à faire, il y a aussi un niveau en anglais, il faut valider les UE, bon, ça c'est du classique. Et donc, le niveau qu'on a retenu est assez simple, c'est de dire que nous, on diplôme au niveau compétent, et pour qu'un élève soit diplômé, il faudra qu'il valide les 5 compétences du référentiel. Et pour qu'une compétence soit validée, il faudra que 2 des 3 composantes qui la composent soient validées. Donc on s'est mis une petite marge de sécurité quand même. Pour qu'une composante soit validée, il faudra qu'au niveau compétent, parmi toutes les notes obtenues, on ait maximum 50% de F. Voilà, ça c'est la règle aujourd'hui pour que l'élève soit diplômé. Et honnêtement, c'est pas ça qui me fait rêver le plus, parce que voilà, c'est une règle arbitraire hein, qu'on a définie. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est que avec les 200 notes de compétences de l'élève, eh bien, on va lui remettre à la diplomation un supplément au diplôme. Alors, ce supplément, il est édité automatiquement par Compass, hein, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait, sur ce supplément au diplôme, qui est un recto verso, sur la première page, on voit les informations de l'élève, et puis on rappelle le référentiel de compétences de l'école. Et puis surtout, sur la deuxième page, vous avez cette petite rosace où vous retrouvez 15 rayons. Les 15 rayons correspondent aux 15 composantes observables du référentiel. Et la longueur de chacun des rayons dépend des scores obtenus à partir de 200 notes. Alors, on a une petite règle hein, donc, que je pourrais vous préciser tout à l'heure. Et puis, une fois qu'on a nos 15 rayons qui ont chacun leur longueur, eh bien, nous, on va faire ressortir les 3 rayons qui sont les plus grands, c'est-à-dire les 3 composantes parmi les 15
sur lesquels l'élève a obtenu le meilleur score. Et donc ces trois-là ressortent en couleur dorée. Et donc on rappelle dessous ce qui est écrit au niveau compétent dans le référentiel pour ces trois composantes-là. Je précise que ce document-là, la forme qu'il a aujourd'hui, ça a été fait avec des DRH. On est allé voir plusieurs DRH parce qu'on pense que c'est eux qui vont lire ce document. Et donc, a priori, c'est un document qui est lisible par les DRH. Et donc, chaque élève qui est diplômé de l'école, à partir de cette année, hein, eh bien, repartira avec son supplément au diplôme, qui est, on va dire, sa carte d'identité en termes de compétences transversales. Donc ça, c'est le décor qui est planté. Maintenant, on va partir sur Compass. Sur Compass, bon, il y a une connexion administrateur dont on ne parlera pas, hein, mais il y a deux autres connexions qui sont l'interface élève et puis l'interface enseignant. Et l'idée, c'est que je puisse vous montrer ces deux connexions-là. Et puis enfin, je pense qu'après, on parlera de la communauté, puisque aujourd'hui, on a monté un club des utilisateurs de Compass. L'idée est simple, c'est qu'un établissement qui voudrait utiliser Compass, eh bien, le code source lui est donné. Alors après, il faudra qu'il l'installe chez lui, hein, ce qui aura un coût, hein, parce qu'il y a un peu d'informatique à faire derrière, mais en tout cas, le code source lui est donné. Et l'idée qu'on a derrière, avec cette communauté, hein, c'est de se réunir une fois par an dans un des établissements de la communauté pour faire un petit bilan, et puis surtout pour voir quelles sont les fonctionnalités qui nous manquent pour éventuellement cofinancer avec le club des développements futurs de l'application Compass. Alors, ceci étant dit, Guillaume va arrêter son partage, ce qu'il a réussi. Et Compétence je... 1, compétence validée. Ça, c'est cool. Et je vais maintenant essayer de vous partager Savoir-faire. sur le savoir agir là. Est-ce que vous voyez la plateforme Compass? Parfait. On la voit. Super. Super. Donc là, je suis connecté en tant qu'enseignant. Et un enseignant, lui, il va avoir quatre onglets que vous avez là-haut. Le premier onglet, c'est mes cours. Et moi, je n'ai pas de cours à Centrale. Donc, il n'y a rien. Ensuite, il y a un onglet cours tout court, où là, vous allez voir tous les cours qui sont à Centrale Lyon. Alors, on peut les filtrer par année. Donc, nous, on a démarré en 2022. Hein, donc, on a 3 ans de priorité, des différents cursus. Et puis, on peut sélectionner par semestre. Par exemple, je peux aller au S8. Donc là, je vois tous les cours de S8. Et puis, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un cours qui s'appelle Algorithmes collaboratifs et applications. C'est Philippe et Alexandre qui s'en occupent. Et eux, ils ont 4 évaluations de compétences. Alors, il y a des codes couleurs dont je parlerai tout à l'heure, hein. En fait, les codes, ce qu'il faut lire quand vous lisez les deux premiers, la première lettre et le premier chiffre, hein, C2, C1, C3, C5, ça, c'est les compétences. Donc, C5, c'est la 5e compétence. Et puis, I2, eh bien, c'est la 2e composante de C5 au niveau intermédiaire. Et le niveau intermédiaire sera toujours bleu. Et là, on voit que C2, C3, c'est la 2e compétence et c'est la 3e composante au niveau compétent. C'est pour ça que c'est violet. Après, quand je vais dessus, je vois que c'est agir, penser et agir, pardon, au niveau compétent. Alors, là, l'enseignant voit au S8 toutes les évaluations qui sont prévues à l'école. Et quand je viens ici, eh bien, je vais avoir le détail. Donc, par exemple, C2, C1, je vois que c'est évalué pendant un BE qui s'appelle optimisation. Et je vois ce que les collègues ont écrit pour les élèves, hein, pour les niveaux ACF. Mais je vois que C2, C1, c'est aussi évalué pendant un autre BE qui s'appelle algorithme génétique. Et voilà ce qu'ils ont écrit. Donc en fait, ce que vous observez là, c'est que tous les enseignants voient toutes les évaluations de compétences à l'école. Et imaginons que moi, je suis prof au S8 et j'ai envie d'évaluer C2, C3. Si ici, je tape C2, C3, je vois automatiquement tous les cours où il y a du C2, C3. Et là, je vois qu'il y en a 4. Et je vois qu'il y a un cours qui s'appelle Controverse socio-technique, qui est fait par Laure et Marie. Et donc, je peux aller voir que le C2, C3, elles le font pendant un dossier d'examen sur table. Et voilà ce qu'elles ont écrit pour les niveaux. Donc ça, c'est important pour nous parce que Compass est un outil, on va dire, de partage de bonnes pratiques où les enseignants peuvent aller voir quand est-ce que les autres évaluent quelles compétences, à quel moment, et comment ils ont rédigé les niveaux qu'ils attendaient. L'enseignant peut aussi aller voir des statistiques. Alors là, il faut que je change de semestre, on va aller au S5 par exemple, voir des statistiques sur les notes. Donc là, par exemple, je vois qu'en énergie électrique, 170 élèves ont été évalués sur cette compétence-là, et puis 30% à peu près ont eu A, 65% ont eu C,
Et malheureusement, 11 élèves ont eu F. Ça, c'était une demande des enseignants. Ils voulaient voir, pour se positionner un petit peu, hein, quelles étaient les proportions de A, C et F pour chacune des évaluations. Et puis enfin, on a ce dernier icône qui est Jeanne Dupont. Donc Jeanne Dupont, c'est une élève, alors virtuelle, hein, qui est en fin de S8. En fait, l'idée, c'est de pouvoir montrer aux enseignants ce que les élèves voient, eux, quand ils se connectent à la plateforme. Donc là, je vais me connecter en tant que Jeanne Dupont. Et ce qu'on voit, c'est que Jeanne Dupont, elle a 5 onglets: synthèse, notes, évaluation à venir, cours, et ben, certificat. Elle ne l'a pas encore puisqu'elle est au S8, hein, mais quand elle aura fini sa scolarité, c'est ici qu'elle pourra télécharger son supplément au diplôme, c'est le en version PDF. Là, on est sur la page synthèse. Donc, je vois qu'elle est au S8 ici, parce qu'il y a une barre temporelle. Et puis, on retrouve notre rosace avec 15 rayons qui sont les 15 composantes du référentiel. On retrouve un petit code couleur qui est novice, c'est vert, intermédiaire, c'est bleu, compétence, c'est violet. Et puis, quand on voit une étoile, ça veut dire une note A, remarquable. Et quand on voit un check, c'est une note acquis. Et là, ce que je vois, c'est que par exemple, ici, sur construire et pérenniser, elle a été évaluée 5 fois au niveau novice. Et parmi ces 5 notes, il y a au moins un A. Elle a été évaluée 6 fois sur OSER au niveau novice. Il y a au moins un C. Et quand Jeanne vient cliquer ici, eh bien, elle voit le détail des notes. Donc, elle voit qu'elle a été évaluée en conception de mécanisme, elle a eu C. En enquête découverte, C. Stage exécution, C. A. TP de physique chimie, c'est là qu'elle a obtenu son A. Donc, en fait, on lui a trié toutes ces évaluations. Et là, le caractère transversal des compétences, on va dire, transpire, hein, puisqu'une même compétence a été évaluée dans plein d'environnements complètement différents. Si elle retourne à sa synthèse, eh bien, elle peut aller voir qu'ici, il y a eu 3 évaluations sur OSER, une fois en plasticité mise en forme, une fois en français, et puis une fois en architecture embarquée. Et là, il n'y a eu que des C. Alors, sa synthèse, là, elle voit à quoi elle ressemble à l'instant T, hein, en fin de S8. Si elle se pose la question de savoir à quoi ressemblait sa synthèse au S6, quand elle vient cliquer ici sur S6, eh bien, elle voit sa synthèse au S6. Donc, ça lui permet de voir une évolution dans le temps. Et moi, ce que je rêve d'avoir, c'est avoir un petit bouton sur le côté pour avoir un GIF animé qui lui montre l'évolution, on va dire, sous forme de vidéo. Et ça, j'espère pouvoir le financer un jour avec le club utilisateur. Si les autres membres du club disent: ah oui, c'est une bonne idée ce GIF animé. Parce que là, pour l'instant, mon directeur m'a dit: Guillaume, on a dépensé assez d'argent, donc on passe. Je pense qu'il a raison. Elle a un accès à toutes ses notes. Donc là, elle est en fin de S8. Donc je vois qu'ici, elle a déjà obtenu 165 notes. Et elle peut les trier par UE, par exemple. C'est-à-dire que chez nous, les maths, ça s'appelle MTH. Donc si ici, elle tape MTH, ben, elle voit automatiquement toutes les notes qu'elle a obtenues en maths. Si elle tape PCM, elle aura physique-chimie. Elle a aussi accès aux évaluations à venir. Donc là, ici, ce sont des cours auxquels elle est inscrite et pour lesquels moi, je n'ai pas encore une note. Donc par exemple, je vois qu'elle est inscrite dans un cours qui s'appelle ici Ingénierie et système haute tension. Elle va être évaluée sur C4I2. Donc c'est générer de la performance individuelle et collective. Elle a les niveaux ACF qui ont été écrits par les enseignants. Et quand elle va sur le petit œil à droite, elle voit que cette évaluation aura lieu pendant un TP qui s'appelle décharge glissante. Mais en ingénierie pour la santé, ici, elle va être évaluée sur résoudre et arbitrer, et ça aura lieu pendant la séance de BE. Donc ça veut dire que Jeanne peut se préparer à ces évaluations, hein, parce qu'elle peut les trier là aussi, hein, elle peut les trier par cours, elle peut les trier par composante, hein, comme elle veut. Elle a toutes ces évaluations à venir, et puis elle a aussi accès aux cours, un peu comme les enseignants, hein, sauf qu'elle ne voit pas qui est responsable de quoi. Parce qu'en fait, dans le parcours électif, si elle se dit: tiens, moi j'ai envie d'être évaluée sur telle composante, elle peut aller voir quels sont les cours qui évaluent telle composante. Elle peut même aller voir, ici, si je viens sur la petite loupe, hein, elle voit le détail de toutes les évaluations. Donc elle voit que C2N1, par exemple, bah, ça va être évalué pendant le TP1. Et voilà ce que les profs ont écrit en termes de niveau d'exigence. Ça fait partie des informations disponibles pour faire son parcours électif, quoi. Ce sur quoi on va travailler à la rentrée, là, c'est d'essayer d'identifier, on va dire, 10 grands parcours classiques. Et on va aller voir les alumni. Et l'idée, c'est que pour chacun de ces grands parcours possibles,
les alumni puissent nous dire, bah, parmi les 15 composantes du référentiel, si vous voulez faire ce métier-là, dans ce secteur d'activité-là, les trois ou quatre majeurs, ce serait plutôt celle-là, pour que les élèves puissent se projeter, puissent dire, bah, tiens, si moi j'ai envie de faire tel métier à la diplomation, il faudrait que dans mon supplément au diplôme ressorte comme majeur plutôt ces composantes-là, pour qu'ensuite ils puissent aller choisir des cours dans le parcours électif qui permettront de faire ressortir ces composantes-là. Je me rends compte que je suis allé très vite, mais comme je sais que vous êtes très fort, je ne suis pas inquiet. Mais en tout cas, ça veut dire que ça va nous laisser un petit peu de temps pour les échanges. Et Super. donc maintenant, euh, disposer avec Linda pour répondre à toutes vos questions. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Tiens, si tu peux désactiver du coup le partage. Ça, je sais faire. C'est le bouton rouge. Et Tac. voilà, parfait. Et juste, je vais me permettre, et juste après, je passerai à Yanis de faire un commentaire. C'est vrai que merci pour cette présentation. Moi, je connaissais pas, hein, du coup, qu'on passe pour information. Et c'est vrai que ce que je vois qui est intéressant, surtout, enfin, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est que notamment, on conserve les notes sur 20, et comme tu l'as dit, finalement, ça n'a pas été une révolution dans le sens où il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites en compétences, mais c'était pas formalisé en quelque sorte. Et qu'on passe, il s'est mis par-dessus ça, je dirais, pour pouvoir formaliser des choses, ajouter quand il manque peut-être certaines compétences qui sont pas validées, mais je dirais que c'est une révolution douce, on va dire. J'ai envie de l'appeler Alors, en comme fait, ça. oui, oui. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait de l'approche compétences avant d'être à Centrale, Ouais. notamment des concours de recrutement à Polytechnique. Et c'est compliqué de faire des révolutions avec des enseignants. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh, oui, les situations propices, elles existent, très clairement. Sauf que la soutenance orale de TP, par exemple, bah, les profs mettaient une note sur 20 aux élèves. Et dans cette note sur 20, il y avait un subtil mélange de disciplinaire et de transversal. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les enseignants, puis on a dit, mais ce serait bien que l'élève puisse comprendre quelle est la part de disciplinaire dans sa note et quelle est la part de transversal. Et puis, dans les tests qu'on a fait au début, parce que nous, on a commencé en 2019, hein, les tests, au tout début, on était un peu ambitieux et on se disait, tiens, dans cette situation-là, bah, je mobilise trois composantes du référentiel. Et on s'est dit, on va faire trois retours aux élèves. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était impossible, hein, parce que le cerveau humain, à un moment donné, il ne peut pas se concentrer Hmm. sur tout. Et donc, rapidement, on s'est dit, non, non, mais on va faire un retour sur une seule composante. Oui, on en mobilise trois ou quatre, mais on va en choisir une sur laquelle on va faire un retour. Et comme ce retour, c'est une composante transversale, bah, je ne pouvais pas, cette note-là, l'attribuer à une UE. Il fallait qu'il y ait un traitement à part. Et donc, des fois, les enseignants me disaient, oui, mais tu sais, moi, quand même, cette capacité à prendre du recul, je trouve que c'est important et tu es en train de le sortir de l'UE. Et là, je leur ai dit, non, non, on ne le sort pas de l'UE. En fait, dans ta note sur 20, il y a un critère qui porte là-dessus et on va le laisser dans ta note sur 20. Ah, Il n'y a pas de souci. Par contre, on va faire un retour d'information à l'élève complémentaire de la note sur 20 en disant, dans la note sur 20, il y a du disciplinaire et du transversal parce que c'est important pour l'UE. hmm. Mais sur cette composante-là, je t'attendais à ce niveau-là, c'est le niveau C. Je t'ai même mis l'opportunité, on va dire, d'aller au niveau remarquable. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire en plus. Tu l'as tenté, tu l'as pas réussi, peu importe, hein, mais je te mets A, C ou F. Et Hmm. c'est ce retour d'information en fait qui est important. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que quand je suis allé voir les enseignants, alors Linda m'a accompagné évidemment, hein, mais quand ils nous présentaient leurs cours, des situations propices, il y en avait plein, 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 Ouais. plein. Bah, la À un moment pédagogie donné, par projet, on avait déjà beaucoup mis en place la ouais, pédagogie par projet dans bien les sûr, écoles, bien etc. sûr. C'est ce qui a développé aussi. Et je ne pouvais pas leur demander d'aller mettre 10 notes de compétences. Enfin, Ouais. nos enseignants, ils ont des fois un petit peu le couteau là, quoi, hein. Hmm. Donc, je leur ai dit, il y a plein de situations, on va leur dire, c'est des situations de travail. Donc, en fait, si je prends l'exemple des TP matériaux, il y a trois TP matériaux. Et on va leur dire, sur les deux premiers TP, on vous explique sur quelles composantes on a envie de vous observer, mais ce ne sera pas, on va dire, entre guillemets, sanctionné par une note. Mais sachez qu'au troisième TP, là, on mettra la note. Et ça, les élèves ont apprécié parce que les enseignants ont formalisé, sur tout ce qui était transversal, à quel niveau on les attendait, en fait. Et c'est Hmm. écrit avec les mots de la situation. Ça, les élèves ont apprécié. Et ce que j'ai dit aux enseignants, c'est que pour vous, ça ne va pas vous demander beaucoup plus de temps parce que quand vous lisez un compte-rendu, par exemple, bah, vous mettez votre note sur 20, il y a un barème. Mais à la fin, de savoir si ils ont fait preuve de pédagogie, ils sont au niveau ou pas, et mettre A, C ou F,
bah, ça va demander 10 secondes, quoi. Enfin, je veux dire, ça Ouais. ne prend pas beaucoup de temps. Mais ça nous permet aussi de justifier ces fameuses situations, parce que nos élèves, et j'imagine que les vôtres c'est pareil, se plaignent tout le temps de ah mais vous demandez tout le temps des rapports, vous nous fatiguez. Sauf qu'un ingénieur, il a besoin de faire des rapports, et si à chaque rapport on fait un retour sur une composante différente, bah, ça permet de justifier pourquoi on fait autant de rapports, quoi. Hmm. Super. Yanis, tu avais une question? J'ai un commentaire, Ouais. un peu provocateur peut-être. Mhm. Tu dis, Guillaume, mettre en œuvre enfin, les compétences selon tardif. Oui, Alors, l'évaluation de la compétence selon tardif, si j'ai tout compris, mais ça fait pas longtemps, ça fait que 5 ans que je suis branché là-dedans. Lui, il dit que la compétence est évaluée dans le respect de toutes les composantes essentielles et du niveau de développement qu'on vise. oui, En faisant une évaluation composante par composante, je ne vois pas dans votre façon de travailler, mais peut-être que vous le faites par ailleurs, d'évaluer la compétence dans son ensemble, puisque pour Tardif, c'est le tout. Donc, vous faites alors, des évaluations pour chaque composante, mais est-ce oui, qu'à un moment donné, il y a une décision pour dire la compétence dans son ensemble est validée par l'élève ingénieur ou pas? Comment vous gérez ça? Et deuxième chose qui n'est pas visible à travers cette démarche, c'est quid de ce qu'on a dit, on veut le résultat et aussi la démarche. Comment oui, on évalue ça? Voilà, donc mais je suis exprès provocateur, hein, mais bien sûr. j'adore, t'inquiète pas, j'adore. Alors, pour répondre à la première partie de ta question, nous, c'est François Georges, c'est un des bras droits de Tardif qui est venu nous voir. Et c'était en C'est avec 2017. Marianne Poumet, j'imagine, on a eu le Oui, même à la oui, maison, hein. oui. Et rapidement, en fait, quand on a discuté avec lui, il m'a dit oui, il y a la théorie, puis après, il y a la mise en pratique. Et on ne peut pas faire de révolution hein, dans une école. Hein. Si tu viens puis tu dis à tes 200 enseignants, allez, on fait table rase, on va tout reconstruire parce que ce que vous faites, c'est nul, je te souhaite bien du courage. Donc, il y a ce qu'on voudrait faire idéalement et il y a ce qui est faisable. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on considère de faisable, c'est de dire, on a 15 composantes observables Ok. et on va les évaluer une par une, parce qu'on a essayé d'en évaluer trois en même temps, et c'est juste mort. Les enseignants n'y arrivent pas. Ou alors, il faut qu'on embauche. Maintenant, quand les enseignants viennent me voir, je leur dis oui, il faut faire attention parce que ce qu'on veut évaluer, c'est le cheminement et le résultat final. Et qu'il y a certaines situations propices où le cheminement, il est compliqué à voir. Alors, Mhm. il n'est pas si compliqué que ça à voir, parce que si on prend l'exemple des comptes rendus de TP, les profs, ils lisent un compte rendu de TP, mais c'est un TP qui a duré 4 heures, où le prof, il avait une quinzaine d'élèves, et donc il les a vus pendant les 4 heures. Il a échangé avec eux. Ce serait beaucoup plus compliqué si l'enseignant qui évalue le rapport n'a pas fait le TP. Maintenant, dans les composantes qu'on observe, la très grande majorité ne porte pas sur des rendus écrits. La grande majorité, c'est lors d'échanges avec des élèves à l'oral, suite à une soutenance, ou pendant le TP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la grande majorité de nos TP, les élèves savent qu'ils auront deux notes. Il y a une note qui sera mise à midi, si le TP fait 8h midi par exemple, hein, à midi. Le prof, souvent ce qu'ils font, c'est qu'il y a plein d'activités à faire dans le TP, mais ils ne disent pas aux élèves qui doit faire quoi. Les élèves sont en groupe de 4 en général. Et donc, il va falloir que les élèves se répartissent un peu les rôles et les tâches et se coordonnent pendant les 4 heures. Et donc l'enseignant dit, bah, moi je passerai régulièrement, je verrai comment vous êtes organisé. Et à midi, sur cette compétence à vous organiser entre vous, bah, je vous ferai un retour. Mais je vous ai dit à quel niveau je vous attendais. Hein. La grille, elle est connue bien avant. Et puis la semaine prochaine, il y aura un retour oral à faire de 20 minutes avec des échanges avec vos camarades, parce que le TP que vous avez fait, bah, les autres ne le feront pas. Ce n'est pas des TP tournants. Hein. Et donc il va falloir qu'ils comprennent ce qui était vu dans ce TP qu'ils n'ont pas fait. Et là, il faudra faire preuve de pédagogie pour leur expliquer votre TP. Et là, je vous ferai un retour au moment de la soutenance sur le truc. Il y a même des profs qui mettent une troisième note au moment des échanges. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des profs qui, au moment des échanges, vont noter non pas ceux qui répondent aux questions, mais ceux qui posent des questions. Tu vois. Mais oui, des situations propices, il y en a plein. Et ce qui est rigolo, tu vois, c'est que quand on reçoit les enseignants, et puis cet après-midi, il y a un nouveau cours qui va ouvrir, et donc il y a un enseignant qu'on reçoit cet après-midi avec Linda. Quand il nous montre toutes les situations propices, bah après, il faut faire un tri.
Et en fait, dans ce tri, c'est compliqué parce qu'il faut dire quelles sont les situations dans lesquelles on va faire un retour et celles sur lesquelles on ne fait pas de retour. Et dans les situations pour lesquelles tu fais un retour, il va falloir choisir sur quelle composante tu fais un retour. Et en fait, c'est compliqué parce que la question à se poser, c'est cette composante-là, je vais plutôt faire un retour en début de semestre, en milieu de semestre, en fin de semestre. Et là, c'est intéressant parce qu'on a une vraie discussion, on va dire, de pédagogie avec les enseignants pour leur montrer un petit peu quels sont les différents scénarios possibles pour qu'eux puissent se positionner par rapport à ce choix-là. Et moi, mon discours, vous l'avez compris, c'est qu'à chaque fois que je reçois un nouvel enseignant, je lui dis, ton cours forme des ingénieurs compétents, j'ai aucun doute. Les situations propices existent. On va simplement voir ce qu'il est possible de faire dans chacune de ces situations. Et je leur dis toujours, on ne change rien. Mais force est de constater qu'à la fin de la réunion, très souvent, l'enseignant repart en disant, cette situation-là, je vais la changer un petit peu parce que j'aurais bien voulu faire un retour sur cette composante-là. Mais je vois qu'aujourd'hui, ça s'y prête pas complètement. Mais je vais changer un tout petit peu mon fusil d'épaule parce que je voudrais vraiment faire un retour aux élèves sur cette composante-là. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, j'arrive en disant, on ne change rien, tout va bien. Et eux repartent en me disant, dans telle et telle situation, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule. Mais c'est eux qui ont décidé de changer le truc. Et ça, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant. Je vous glisse ça dans une oreille. Parce que des situations propices, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire peur, mais dans le parcours généraliste à l'école centrale, avec tous les parcours électifs qu'on a, on est à 650 à peu près, si je ne prends pas en compte les langues. Si je rajoute les langues, après, ça se démultiplie, mais on parlera des langues après si vous voulez. Mais on est à 650 situations propices au total. Et sur les 650, les élèves vont en voir à peu près 200. Ok, merci. Parfait, merci Guillaume. Et je voulais savoir en fait, n'hésitez pas d'ailleurs à lever la main pour ceux qui veulent poser des questions, il y a le chat également. Euh, Comment est-ce que tu t'assures que toutes les compétences sont bien prises en compte? Parce que en tant qu'enseignant, ils peuvent très bien être à 20 à choisir la même, entre guillemets. Et puis, il y en aurait une qui serait pas, on n'est pas très inspiré, et puis on la choisit pas. Est-ce que c'est une problématique que tu as résolue? Oui, bien sûr. Alors en fait, je vais te faire une réponse honnête, ce qui est aussi la réponse politique. Ce qu'on a dit au démarrage, quand on a démarré en 2019, avec le directeur des formations, c'est on va faire un état des lieux en fait. Mhm. Et on demande aux enseignants de ne rien changer. Alors après, les enseignants nous ont dit, mais moi j'ai envie de changer de trois bricoles. Tant mieux. Et nous, le discours officiel, c'était de dire on ne change rien. Et ce qu'on avait dit à l'époque, c'est de dire on va faire un état des lieux. Et puis si on voit qu'il y a des composantes qui sont surévaluées et d'autres sous-évaluées, bah, peut-être qu'on reviendra vers vous pour dire, mais regarde, à tel moment, tu avais choisi celle-là, mais tu avais hésité aussi avec celle-là. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ton choix? Ça arrangerait l'école. Mhm. Et maintenant, je vais être honnête avec vous, au fur et à mesure qu'on a déployé, on a fait semestre par semestre, et on a fait toujours une phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on allait voir les enseignants, on a expérimenté, c'est-à-dire qu'on a dit aux élèves, on va vous mettre des notes, mais elles sont entre guillemets virtuelles, elles ne comptent pas pour la scolarité. Et puis après, ça va devenir officiel. Et cette phase d'expérimentation a largement rassuré les enseignants. En fait, cette année, on va diplômer avec le supplément au diplôme. Ça veut dire que c'est les entrants 2022 qui vont être diplômés cette année. Et on a démarré en 2019. Donc vous comprenez qu'entre 2019 et 2022, on a largement expérimenté parce qu'au début, on a un peu essuyé les plâtres et on a fait des bêtises. Bon. Mais moi, au fur et à mesure que je faisais mon déploiement, j'avais un petit tableau Excel où je voyais combien de fois telle composante était déjà évaluée. Et donc, quand je voyais un enseignant en réunion qui hésitait entre celle-là et celle-là, moi, j'avais dans ma tête ma cartographie. Et donc, si je pouvais l'orienter vers une composante que je jugeais, on va dire, sous-évaluée à l'école, je le faisais, quoi. Mhm. Super. Donc il y avait un arbitrage, effectivement, un arbitrage, on va dire, En tout cas, je le négociation. fais. Bien sûr. Mais négociation, oui, parce que c'était transparent. C'est-à-dire, je disais au prof, je vois que tu hésites entre telle et telle composante. Honnêtement, aujourd'hui, à l'école, celle-là, elle est déjà largement évaluée par tes collègues. Mhm. Moi, ça m'arrangerait que tu partes sur celle-là. On y va, oui ou non? Il me dit, bah Mhm. oui, de toute façon, comme on est en expérimentation, on essaye. Et si je vois que j'arrive pas à voir ce que je veux voir, bah, on changera, quoi.
Est-ce que ça pourrait pas être pour une école qui commence, par exemple, parce que là on voit que ça a été très long finalement à mettre en place, certains sont peut-être plus pressés, entre guillemets. Alors je vais parler évidemment d'IA, désolé, hein, c'est un peu la thématique aussi du moment. Est-ce que ce serait pas possible, par exemple, une fois qu'on a tout le référentiel, euh, plus tous les projets, etc., voilà, tout ce qui peut éventuellement s'appuyer sur ce référentiel, d'avoir une suggestion justement de compétences avec un outil qui permettrait voilà, de juger que voilà, telle compétence serait très pertinente pour ce cours-là, ou Ouais. pour ce projet-là, etc. C'est quelque chose que tu penses pertinent ou pas forcément? Ouais. Il y a plusieurs questions. La première, c'est vrai qu'on a pris du temps. On a pris du temps parce qu'au début, on s'est un peu trompé. Tu Ouais. vois, quand on a dit qu'on pouvait évaluer trois, quatre composantes en même temps, je pense qu'on était un petit peu perché quand on a décidé ça. Aujourd'hui, je pense qu'un établissement qui voudrait faire la même chose que nous pourrait aller plus vite, Mhm. d'autant plus que notre expérience, on est prêt à la partager. Je vois autour de la table, il y en a avec qui j'échange déjà, hein. Mhm. Aujourd'hui, Centrale Lyon propose de la formation continue, hein, pour partager notre expérience, en fait, tout simplement. Mhm. Et il y a beaucoup d'établissements qui sont pour, parce qu'on est tous évalués, notamment avec la HERS ou la CTI. Et on a des enseignants qui ne sont pas assez formés. En tout cas, quand la HERS vient, ils disent, mais vos enseignants, quand est-ce qu'ils sont formés? Jamais. Et du coup, il y en a pas mal qui disent, bah, c'est cool si vous venez nous voir et que vous nous formez, entre guillemets, à votre approche, parce que moi, ça me permettra la prochaine fois de dire, regardez, mes enseignants, ils étaient formés à la pédagogie. Donc, Mhm. il y a des heures de formation continue. Bon, ça, c'était une parenthèse sous forme de Mhm. boutade. Ouais. Non, par contre, il y a un vrai danger. C'est qu'il ne faut pas négliger le changement de paradigme que ça demande aux enseignants. Et vouloir aller vite, pour moi, c'est prendre des risques. Il faut d'abord que les enseignants prennent conscience que les compétences, ils les évaluent déjà, Mhm. dans des critères qui sont cachés en fait. Et ce qui fait que les retours qu'ils font aux élèves sont relativement pauvres en termes de compétences transversales. Et que ce qu'on va faire avec eux, c'est juste de mieux reformaliser les choses. On va réécrire les choses, mais il faut d'abord que les enseignants prennent conscience qu'ils le font aujourd'hui, et que les retours qu'ils pourront faire aux enseignants avec ces fameuses grilles ACF sont des retours pertinents. Moi, ce qui m'a bien aidé, c'est le jour où j'ai fait des sondages auprès des élèves, que j'ai communiqué aux enseignants, et où on a vu que les élèves étaient très contents, donc on leur dise en amont ce sur quoi ils vont évaluer et à quel niveau, parce que ça a donné du sens. Je pense que ce qui fait qu'un établissement demain pourra aller plus vite, c'est deux choses. Un, parce qu'avec Linda, on est prêt à vous accompagner et à vous montrer les erreurs qu'on a faites et qu'il faudrait pas refaire. Et deux, je pense que Compass peut être un vrai catalyseur. Je m'explique. Quand on a démarré avec Linda, on n'avait pas Compass. Et donc, je demandais aux enseignants de remplir des nouveaux fichiers Excel avec des nouvelles notes ACF. Et je leur disais, il fallait qu'ils me croient sur parole, c'est pas juste pour remplir des tableaux. Un jour, ces notes, on en fera quelque chose et ça fera sens. Depuis que Compass est en route, les enseignants sont contents parce qu'ils voient ce qu'on va faire des notes pour les élèves, notamment avec ce supplément au diplôme, hein, qui va être remis aux élèves. Ça, c'est quand même une vraie plus-value aujourd'hui. Nous, école, on est capable de dire quelles sont les trois compétences transversales majeures que l'élève a développées au sein de son parcours. Et deuxièmement, vous avez vu que l'enseignant peut aller voir toutes les grilles de tout le monde. Ce qui veut dire que les premiers qui vont jouer le jeu vont servir de démonstrateurs. Donc c'est aussi pour ça que des établissements qu'on accompagne là aujourd'hui, hein, nous disent ce serait bien que les premières grilles, on les fasse avec vous, soit avec Linda, soit avec moi, pour être sûr qu'elles soient faites, entre guillemets, en bonne et due forme, parce qu'on sait qu'une fois qu'elles vont être sur Compass, les gens vont aller les voir et vont s'en inspirer pour faire leur grille. Et je pense que le rôle de catalyseur de Compass est vraiment important. C'est-à-dire que ça va faire un effet boule de neige, en fait. Au fur et à mesure qu'une grille est faite, tac, je la téléverse, donc les gens la voient. La première année, c'est expérimental, hein, mais n'empêche que les gens voient au fur et à mesure des grilles qui se créent, et ça avance progressivement. Alors, la stratégie qu'on a aujourd'hui avec les gens avec qui on travaille, c'est pas de faire ce qu'on a fait, parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a fonctionné avec le pôle d'ingénierie pédagogique qui est allé voir tous les cours. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est de dire qu'un établissement qui a 5 départements, par exemple, eh bien, dans chaque département, on va former un enseignant qui est, on va dire, compatible avec l'approche compétence. Et cet enseignant-là sera le référent
compétences. L'idée, c'est de le décharger une demi-journée par semaine et que pendant cette demi-journée, il aille voir ses collègues parce que lui sait quels sont les cours à aller voir en premier. C'est-à-dire quels sont ceux qui serviront de démonstrateurs, en fait. Et donc, cet enseignant qu'on aura formé va aller voir dans un ordre pertinent chacun de ses collègues tranquillement pour rédiger les grilles. Peut-être que ce sera une ou deux grilles par semaine, peu importe. Et ça va alimenter Compass. Et après, les gens, petit à petit, ben, ils vont se lancer dans la dynamique. Et donc, si vous avez 5 départements, vous avez 5 référents. Et l'idée, c'est que cette équipe-là soit pilotée par un ou deux ingénieurs pédagogiques qu'on va également former. Parce qu'il y a aussi l'aspect technique, c'est-à-dire que les ingénieurs pédagogiques seront administrateurs de Compass. Et il faut qu'on leur montre un petit peu le backstage. Parce que bah, Compass, il faut le faire tourner. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Compass est entièrement paramétrable. C'est-à-dire que tous les mots qui sont dedans, il y a un glossaire, peuvent être changés. Nous, on parle d'élèves, par exemple, mais si vous parlez d'étudiants, on peut remplacer le mot élève par étudiant, ça ne pose pas de souci. Les couleurs que vous avez vues bah, sont les couleurs de Centrale Lyon, mais les couleurs sont complètement paramétrables. On peut tout changer. Et si vous avez un référentiel, alors RNCP, avec 6 blocs qui ont chacun 3 composantes ou 2 composantes, ça ne pose pas de souci. Tout est entièrement paramétrable. Et dans un établissement, on peut avoir plusieurs cursus. Chaque cursus aura son référentiel. Ok, très bien, parfait. Je me permets de poser la question aussi, je me mets à la place d'un décideur qui pourrait regarder éventuellement cette vidéo sur les aspects bah, financiers finalement. Quel coût est-ce que ça représente de mettre en place Compass? Ça, Je je sais crois que c'est, répondre. je crois que c'est open source, comme tu l'as mentionné. Mais est-ce que par exemple, il va s'interfacer facilement avec le SI scolarité, comme je sais pas, Auriga ou des SI Pas de comme ça, souci, je sais répondre. Open Portal? Et, et voilà, donc toutes ces questions-là, un peu pragmatiques, un peu pratiques et en même temps aussi financières. Voilà, si tu as des éléments de réponse. Eh ben, je vais te répondre de façon très factuelle. Le code est donné à un établissement qui rejoint le club utilisateur. Le club utilisateur, quand tu le rejoins, tu signes une convention en fait, et ça coûte 150 euros par an. Parce qu'il y a un fonctionnement à avoir, et notamment le fonctionnement de tout ce qui va être les petits soucis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné un dysfonctionnement dans Compass, et donc il y a un bug tracker qui est géré par notre prestataire hein, qui s'occupe de Compass. Et donc voilà, ça c'est un petit coût. Donc un établissement qui rejoint le club, ça lui coûte 150 euros par an. Je ne pense pas que ce soit excessif. Ça va. Puis, quand tu récupères Compass, le code source, et après ce code source, il faut l'installer chez toi. En fait, l'installer chez toi, c'est prendre une machine virtuelle sur laquelle on va installer le code et il va falloir l'adapter à votre environnement. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on ait 90% de Compass qui reste commun à tout le monde, parce que sinon, il n'est pas partagé. Les 10%, en fait, c'est grosso modo, c'est le casse, parce que les gens qui se connectent bah, doivent être authentifiés. Et puis, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a des mails automatiques. Parce qu'en fait, nous, les enseignants, nous ont dit, ben, ce serait bien qu'au début de chaque semestre, on reçoive un mail avec toutes les évaluations de compétences qu'on aura à faire dans chaque cours. Et donc, ça, c'est un mail automatique qui est généré par Compass, mais ça veut dire qu'il faut que Compass soit connecté à votre système de messagerie. Et puis après, ben, il y a les imports. Alors, les imports, en fait, c'est des fichiers CSV. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les différents systèmes de scolarité qui existent. Hein. Nous, on utilise Orion. Mais ce qu'on a vu, c'est que tous les systèmes sont capables de générer du CSV. Et donc, on a tout cloisonné. Donc, il y a une requête, par exemple, qui est la création des cours, où bah, il y a un code cours, il y a un libellé, il y a qui est responsable du cours, c'est quel semestre. Donc, il y a des colonnes hein, qui sont préétablies. Il y a l'annuaire des profs, l'annuaire des élèves, comment on dépose des notes. Enfin, là, il y a un total de 7 requêtes. C'est des fichiers CSV qui, édités par votre système de SCOL, une fois qu'ils sont déposés dans Compass, sont automatiquement, on va dire, intégrés dans Compass. Euh, L'adaptation du code source chez vous là demain, vous pouvez le faire avec votre DSI, s'ils ont un peu de temps. C'est rarement le cas. Vous pouvez demander à un prestataire de votre choix ou vous pouvez demander au prestataire du club. Parce que concrètement, le club, on a lancé un appel d'offres pour identifier pour les 5 années à venir un prestataire informatique qui est responsable de Compass. Et l'idée, c'est que ce prestataire, ben, c'est lui qui l'installe chez vous, si vous décidez de l'installer avec lui.
C'est lui qui assure, on va dire, la maintenance opérative, la MOC, la maintenance en conditions, MCO, pardon, la maintenance en conditions opérationnelles. Dès qu'il y a un bug, c'est lui qui le gère. Et puis, si demain, à la fin du séminaire annuel, le club décide de développer le fameux GIF animé dont je parlais, bah, c'est lui qui va faire un devis et qui sera en charge de faire ce développement-là. Aujourd'hui, le prestataire qui est associé à Compass dit que l'installation de Compass chez vous, clé en main, c'est 6 500 euros. C'est ce qu'il facture. Sachant que la DSI lui met une machine virtuelle à disposition avec des droits d'administrateur dessus. Il y a une réunion à prévoir pour que l'ADSI de votre établissement lui dise comment fonctionne votre casque, comment fonctionne votre messagerie, machin. Et après, lui, il fait tout à distance. Nous, il ne s'est jamais déplacé sur place. Il fait tout à distance. Il fait le site en pré-prod, le site en prod, parce que c'est bien d'avoir de la pré-prod pour tester avant de mettre en service. Et c'est lui qui voit avec votre SCOL pour éditer les bons fichiers CSV avec le bon format. Et parfois, nous, c'est le cas qu'on a eu sur Orion. Orion, quand on fait une requête, sur les premières lignes, il nous met des informations qu'on n'a pas envie d'avoir, qui sont ça a été fait tel jour à telle heure, celui qui a fait la requête, c'est ça, machin. Et donc, il y a un petit traitement qui est spécifique à chaque établissement pour nettoyer, on va dire, le début du fichier CSV, pour qu'ensuite, il puisse être directement intégré dans Compass sans souci. Ok. Donc ça coûte 6 500 euros. C'est one shot. Et puis après, il y a la NCO, qui est, si vous dites, nous, la DSI, ils ne veulent pas s'en occuper, bon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait chez nous, ils ne s'en occupent pas du tout. Et donc, il y a un prestataire qui fait la MCO. Donc aujourd'hui, la MCO, il y a deux options. Il y a, on va dire, la MCO de base et la MCO full option avec des délais d'intervention ultra courts. Et grosso modo, c'est soit 1 200 euros par an, soit 3 000 euros par an, Ok. suivant la version que vous prenez. Le 6 500, c'est à l'installation, c'est one shot. Ok, super. Et puis après, bah, pour ceux qui voudraient qu'on les accompagne au démarrage dans le déploiement, on a deux formations, on va dire, en termes de formation continue. Il y en a une, on va dire, qui est très orientée sur la pédagogie, c'est-à-dire comment je reçois un enseignant, ça veut dire quoi rédiger une grille, comment on le fait avec eux, voilà, où on vous montre un petit peu l'expérience qu'on a acquise et on vous la partage. Et puis, il y a une deuxième formation qui, elle, est technique, qui est plus à destination des futurs administrateurs de Compass, pour leur montrer quels sont les différents paramètres quand on crée une nouvelle année, qu'est-ce qui se crée automatiquement, si le référentiel a évolué, comment on fait évoluer le référentiel qui est dupliqué automatiquement, voilà, des petits détails. Hmm. Comment on génère les fameux fichiers, les mails automatiques qu'on envoie en début de chaque semestre aux enseignants pour leur rappeler ce qu'ils ont à faire, voilà, des petits détails comme ça. Ok, super. Merci pour toutes ces précisions, hein, Guillaume. Du coup, c'est très, très concret, je pense, pour les personnes qui écouteront la Et vidéo et s'il y en a qui qui écoutent le aujourd'hui. souhaitent, on a un petit fichier PDF Ouais. qu'on peut partager qui détaille, on va dire, tout ça avec les chiffres. Bah, tu pourras m'envoyer éventuellement, Guillaume, ça te dérange pas, comme ça je le mettrai en lien dans la description. Avec Et, plaisir. et j'avais une dernière, toute dernière question, je me mets toujours à la place de décideurs comme ça. Bah, souvent, bah, évidemment, on veut un peu faire matcher notre système avec les exigences de la CTI ou pour les écoles de commerce ou de la CEFDG, enfin voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, qui a déjà fait ses preuves par rapport justement aux auditeurs? Est-ce que les établissements qui ont mis ce genre de choses en place, justement, respectent le fameux cahier des charges qui est attendu? Et voilà, est-ce que tu as des exemples par rapport à ça? Alors, deux choses factuelles. La dernière fois que la CTI est venue chez nous, ils ont fait un rapport et tu sais qu'à la fin, ils dégagent en général un ou deux points très forts. Mhm. L'an dernier, quand ils sont venus, nous, c'était il y a 3 ans, on démarrait, qu'on passe. Ils ont ressorti deux points forts du dossier et sur les deux points forts, il y avait qu'on passe. Ok, Factuel. top. Bah, écoute, Et aujourd'hui, j'ai des établissements qui me contactent parce que c'est un auditeur CTI qui leur a dit, tiens, ce serait intéressant d'aller voir ce que fait Central Lyon pour l'évaluation des compétences. voilà, donc Voilà où vous j'en avez. suis. D'accord, ok, très bien. Mais par contre, où je suis content, c'est que j'ai réussi à convaincre mon directeur de dire ce code qui nous a quand même coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, et je ne compte pas mes heures. Ouais. Je compte que les heures du prestataire. Mhm. L'idée, c'est quand même d'animer une communauté derrière. Parce qu'enfin, ça a été financé avec de l'argent public, on est une école publique. Mhm. Moi qui suis contribuable, je trouverais dommage qu'un établissement, demain, développe exactement le même code
avec de l'argent public. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Donc, je lui ai dit, par contre, on va rentrer dans nos frais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont nous dire, mais on veut bien que tu nous formes et que tu nous dises comment tu ferais, toi, si tu devais déployer chez nous. Hmm. Fort de ton Et donc, cette formation continue, alors qui n'est pas très douloureuse, on va dire, pour les établissements, parce que on a tous des budgets qu'on ne dépense pas, en fait, de formation continue. Hmm. Cette formation continue, pour nous, à Central Lyon, ça va nous permettre de rentrer dans l'argent qu'on a avancé, quoi, finalement. Ok. Non, non, mais super, c'est. Mais enfin, je suis complètement transparent avec vous, hein. Bah top, Euh, franchement, non, non, j'apprécie vraiment, c'est ultra clair. Merci beaucoup pour tout ça. Je vois l'heure qui file, Guillaume, je pense qu'on pourrait en parler pendant, pendant des heures, c'est vrai que c'est un sujet passionnant. On va devoir conclure hein, pour respecter le deal hein, de l'heure. Je vais juste partager mon écran là pour conclure. Donc je rappelle hein, que ce webinaire hein, est sponsorisé notamment avec Challenge Me, hein, c'est une solution également donc, qui permet de faire de l'évaluation par les pairs, etc. J'en ai parlé un petit peu en intro, n'hésitez surtout pas à vous y rendre si vous voulez plus d'informations. Et puis, bah, ce webinaire, de toute façon, pour les personnes qui veulent le revoir, c'est vrai que c'était rapide, Guillaume, mais en même temps, je pense que tu as tout montré. Donc, bon, je me suis dit que je ferais des pauses que si je le regarde à nouveau pour les captures écran et tout que tu as montré, enfin, tous les processus, en tout cas, que tu as dans ton diaporama qui sont très intéressantes. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez tout ça ici dans la vidéo qu'on mettra en ligne là, sur la chaîne YouTube. Et puis bah voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous un superbe week-end après ouais. cette journée, évidemment. Et puis bah merci encore, Guillaume, Linda, du coup, merci. Hein, tu n'auras pas eu besoin de beaucoup intervenir, Ça mais passe trop vite. Merci. voilà, en tout cas, Par on a contre, bien. ce que je te propose, Julien, Ouais, c'est de mettre notre adresse mail en lien, ouais, parce que je bien viens de sûr. découvrir le chat, hein. J'étais concentré sur vous, et je vois Oui, qu'il y a mais des pareil, moi questions. je suis tellement trop sur l'audio, Ouais, entre ouais. guillemets, j'ai lu en diagonale, mais j'ai pas pu forcément faire interagir les Oui, personnes, mais ouais. si des gens veulent aller plus loin et nous poser des questions, qui nous envoient un mail, et Ouais. puis on organisera une petite visio, pour échanger avec eux avec grand plaisir. Bah top, merci en tout cas, merci pour tout ça. Et puis bah, c'était l'occasion également de faire ta connaissance, de faire votre connaissance à tous les deux. En tout cas, c'est chouette. Merci. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et puis bah au mois prochain pour le prochain webinaire de la communauté. Hein. Merci à tous. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.